France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Rome, Britannia, Domina, séries antiques et en toge. Combien de temps a duré Rome ? Précisément 23h41. Quant à la conquête de la Bretagne antique par les Romains, il faut compter une vingtaine d'heures. Les séries télévisées sont un sensationnel vecteur pour parler du passé et pour donner le goût de l'histoire. Et dès lors, quel regard portent les historiennes, les historiens sur ces productions culturelles, ces divertissements en écho aux avancées de la recherche et aux clichés qui nous habitent. Dieu de la Britannia, je suis Rome. Et partout où je marche se trouve Rome. Devant toi, Vercingétorix, fils de Celtil, chef de la tribu des Arvernes, commandant de la place forte d'Alésia, roi de tous les Gaulois, quel sort vas-tu lui réserver ? Un serviteur de Pompée. Je me suis trompé. Je le croyais indéfectiblement fidèle, mais en perdant Julia, il s'est retourné contre moi. Il a le cerveau d'une sardine, cet idiot. Le cours de l'histoire. La bataille commence. J'étais impatient. Mais nous aussi, nous sommes impatients. Vivien Barrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire-archéologie à CY, Cergy Paris Université. Vous les avez vues, toutes ces séries ? Rome, Britannia, Domina. Oui, ça fait partie du métier presque, mais c'est un vrai plaisir aussi. Voilà, c'est toujours la différence entre l'histoire plaisir et puis l'histoire profession. Eva Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante, vous êtes chargée d'enseignement en licence et en master à l'Université de Nantes. Votre thèse porte sur les femmes et la violence extrême dans l'Antiquité grecque et romaine. Une thèse sous la direction de... Isabelle Pimoguet-Pédaros et Nathalie Barandon. Et donc, à l'Université de Nantes, vous aussi, vous les avez vues, toutes ces séries ? Oui, et je les conseille aussi à mes étudiants. Vivien Barrière, Eva Martin, d'ailleurs, quand vous les regardez, est-ce que ce n'est pas trop dur de voir parfois des erreurs historiques majeures, des choses qui sont impossibles pour le dire autrement ? Vivien Barrière, est-il possible de ne plus être historien quand vous regardez ces séries-là ? Oui, et je pense même que c'est nécessaire en réalité. Il y a un vrai plaisir quand même à voir ces sujets de recherche, ces sujets de travail, ces sujets de cours, avoir comme ça portés à l'écran, incarnés par des acteurs qu'on connaît aussi dans d'autres productions. Et très vite, ça prend le pas. C'est avant tout des fictions. Donc on y arrive très bien. Évidemment, l'archéologue ressurgit de temps en temps, ou l'historien sur tel et tel détail, mais ça va. Ça n'efface pas du tout le plaisir. Eva Martin, pareil. Alors moi, c'est plutôt les anecdotes. Par exemple, pour Domina, les producteurs font dire, moi je le vois, ils font dire aux personnages des mots-clés. Et du coup, je vois en fait qu'ils ont voulu reproduire fidèlement le contexte. Et c'est des petites choses comme ça que je remarque. Oui, vous repérez la source en fait. Vous vous voilà. dites, ah là, oui. Ils ont lu Suétone. Oui, et bien, alors aussi derrière, voilà la source. Bien, oui, là je me dis, là c'est Appien, là c'est la Laudatio Turiae. Oui. Je me dis, tiens, ils ont bien bossé leur script. Elles sont assez récentes, j'ai l'impression, ces séries qui traitent de l'Antiquité, Vivien Barrière. Alors, il y a des ancêtres. Il y a une série de la BBC qui s'appelle I Claudius, Moi Claude, qui était passée donc en Angleterre dans les années 70. Mais finalement, c'est un peu un ovni. Et ces séries qu'on connaît, donc qu'on a citées, comme Rome dans les années 2000, ou la série Spartacus, il y a eu également plusieurs saisons, Britannia, Domina, etc. Ça, c'est quelque chose qui part avec ce qu'on appelle le néo-péplum, cette espèce de renaissance du genre du péplum qui avait disparu depuis les années 60 et qui renaît en fait avec Gladiator en 2000. Et donc il y a un vrai foisonnement effectivement. Oui, c'est ça, c'est un phénomène du 21e siècle, on l'entend bien, tant les séries télévisées, Rome c'est 2005, Gladiator c'est 2000, mais auparavant, bien sûr, notre imaginaire, en tout cas les images mentales que nous avons de l'Antiquité, nous vient souvent... C'est Livie, c'est la femme, c'est l'épouse d'Auguste. Voilà, avec ici ce regard que nous pouvons porter sur ces différentes séries, avec l'évocation du péplum. D'ailleurs, Vivien Barrière, j'y pense, mais
le péplum des années 50, allez, on va dire encore dans les années 60, vit en parallèle avec des séries télévisées. Il y en a eu plein. Mais ce n'est pas la période des séries télévisées qui s'intéressent à l'Antiquité. Comme si, l'Antiquité, c'est bon pour le cinéma, grand spectacle, et très très grand spectacle, mais la série télévisée, c'est autre chose. Ouais, tout à fait. On a l'impression que le péplum se veut un genre vraiment extraordinaire, où on va montrer une antiquité qui est fantastique. Je parlais tout à l'heure du marbre. Il y a vraiment cette idée d'impressionner. C'est généralement un péplum qui va se concentrer sur les élites aristocratiques, sur les classes dominantes, sur des grandes batailles, etc. Alors que la télévision est peut-être un média plus, on va dire, du quotidien, du trivial, du sordide. Et finalement, c'est très récemment, et Rome a réussi à le faire parfaitement, qu'on a compris qu'on pouvait mêler les deux, à la fois la grande histoire avec des grands personnages comme Livie, César, etc. Et puis des gens du peuple. Et là, ils sont pas tous en toge. Justement, on voit différentes tenues. On les voit nus, on les voit habillés en tenue de tous les jours. On voit des légionnaires, etc. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, donc au moment où apparaît un nouveau péplum avec Gladiator et donc toutes ces séries télévisées, il y a quand même la prise en compte des avancées de la recherche. Il y a la volonté d'être au plus près, sachant que c'est absolument impossible, de ce qui s'est passé. Eva Martin, quand vous regardez, Domina, justement, on le disait, cette série, elle est très récente, c'est 2021, 2023. Sur cette série-là, vous voyez le souci de correspondre. Alors, il y a deux choses, aux avancées de la recherche et puis au nouveau regard avec des champs explorés aujourd'hui par les historiennes et les historiens. Oui, alors ça, moi, je le vois vraiment dans les 2 saisons de Domina. Et alors là, je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps. Et déjà, au premier regard, je voyais les apports des études de genre, des gender studies. Et là, en la re-regardant il y a un mois, je voyais l'histoire des émotions. Donc là, c'est le plein boom actuellement. Donc je pense pas que les producteurs aient tenu compte de ces avancées. En tout cas, on peut dire avancées historiographiques. Avancées dans l'histoire, pour ce champ-là, en tout cas. Par contre, l'histoire du corps, c'était déjà le plein boom, je pense, dans les années 2020. Et donc ça fait beaucoup déjà, gender studies, histoire du corps, avec ces questions d'atteinte au corps. Les sources de la période, elles sont consultées. Donc Velleius Paterculus, toutes les histoires romaines en fait. Appien, Cassius Dion, Velleius Paterculus, c'est Laudatio Turiae. Donc ça, c'est quand même, c'est une source en fait qui est peu connue. Qu'est-ce donc ? Alors là, oui, la Laudatio Turiae, c'est une épitaphe et c'est un éloge funèbre qu'un aristocrate romain, un sénateur ou un chevalier a dédié à sa femme. À sa femme, donc c'est un texte gravé dans la pierre, c'est cela ? Voilà, dans 2 tables de marbre dispersées et dont les fragments, une partie, ont été retrouvés ou retranscrits. Vivien Barrière ? Oui, sur les courants historiographiques récents à l'œuvre dans ces séries, on voit très bien, par exemple, dans nos études en Antiquité, qu'il y a une histoire vue d'en bas, par le bas, qui s'est développée. Et la série Rome, elle est très largement dans cette dimension. Idem d'ailleurs pour la série Spartacus. Et puis il y a toutes les études postcoloniales. Ça, c'est des choses qui montrent en fait les manifestations de la conquête romaine d'une manière tout à fait différente. Il y a une série qui s'appelle Barbare, qui est une série allemande sur la victoire/défaite du Teutobourg à l'époque augustéenne, et un point de vue très indigène, on va dire. La série Britannia, elle donne un point de vue très britannique ou breton, si vous voulez, sur la conquête romaine. Tout n'est plus vu du centre de Rome, comme ça pouvait être le cas auparavant. Oui, on voit bien ici que toute production culturelle, mais nous le savons, est le fruit de la société qui les produit, avec ce regard vers le bas. Mais si on regarde de plus en plus vers le bas, qu'est-ce qu'on fait ? On fouille. C'est là que l'archéologue intervient et c'est là que nous trouvons des épitaphes. Tes qualités domestiques, ta vertu, ta docilité, ta gentillesse, ton bon caractère, ton assiduité aux travaux de la laine, ta piété sans superstition, la discrétion de tes parures, la sobriété de ta toilette, pourquoi les rappeler ? Pourquoi parler de ta tendresse pour les tiens, de ton dévouement à ta famille, quand tu as eu toutes les autres et innombrables vertus qu'ont toutes les matrones soucieuses d'une bonne renommée ? Ce que je revendique, ce sont les vertus qui ne sont qu'à toi, dont peu d'hommes ont rencontré les pareilles, vertus qui t'ont rendu capable de supporter de telles épreuves et de rendre de tels services.
car le destin des hommes a pris soin que de telles conjonctures fussent rares. C'est Raphaël Alloum qui nous lisait ici cette Laudatio Turiae, donc cette épitaphe du 1er siècle avant Jésus-Christ, retrouvée à Rome, c'est ça ? Retrouvée à plusieurs endroits dans la ville de Rome par des épigraphistes. On est plutôt au 19e siècle quand on retrouve les fragments, mais tous les fragments n'ont pas été retrouvés et on en a retranscrit le texte pour ce qui n'avait pas été retrouvé, grâce à des manuscrits. Et ici, là, c'est une traduction de Marcel Dury. En quoi, Eva Martin, cela est intéressant pour vous, pour nous, au moment de réfléchir aux séries télévisées, notamment Domina, d'avoir une telle épitaphe ? C'est une très bonne question. Ça nous montre la place des femmes, en fait, dans la société. Oui, pour cet extrait qui a été diffusé, je trouve que ça montre en fait l'évolution de la condition féminine à la fin de la République romaine. Et dans la série Domina, on a deux personnages qui sont mis en confrontation finalement, en réponse finalement au passage là qui est diffusé. Donc ce sont les vertus de cette matrone anonyme qui se... On en a retenu le nom de Touria, puisqu'elle est connue comme ça, mais en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas qui c'est, oui. On ne sait pas qui c'est, mais on va l'appeler Touria, ça sera plus facile. Donc en fait, Livie, le personnage de Livie est construit à partir... Enfin, le personnage de Livie, pour être précise, lorsqu'elle est une simple aristocrate, quand elle est l'épouse d'un aristocrate qui est Néron dans la série, donc avant d'être l'épouse d'Auguste, est construit sur le personnage de cette Touria. Et... dans la série, Livie, comme Touria, elle prend des libertés avec les normes qu'on attend d'elle, donc c'est l'idéal matronal. Et c'est un idéal matronal qui est construit sur le Mos Maiorum. Et on a une scène où elle est confrontée à Erinia. Et donc Erinia, c'est une matrone qui respecte le strict, qui respecte vraiment stricto sensu cet idéal matronal. Et elle Livie rentre tard, elle sort la nuit en ville. En fait, elle se comporte comme elle l'entend, tout en restant quand même une femme de l'aristocratie avec une certaine dignité. Et elle se fait sermonner. Et justement, là où on retrouve ces mots-clés, Erinia l'appelle finalement à filer la laine, à respecter son mari. Et c'est là où on voit, en fait, les producteurs de la série ont traduit cette évolution de la condition féminine, qui est vraie, en tout cas qui est montrée par... on a des travaux très intéressants sur ce sujet-là par Francesca Rorvio et Eva Cantarella. Donc ce sont les historiens, les historiennes italiennes et historiens aussi, qui sont assez en avance sur ce champ de recherche. Et donc voilà, toute cette évolution... Parce que les guerres civiles, c'est une période exceptionnelle. Et ça, c'est Francesca Rorvio qui le montre. Ces femmes, pendant les guerres civiles, des femmes qui n'avaient pas vraiment, à qui il n'était pas vraiment permis d'entrer dans le champ politique et dans le champ public, dans cet espace public. On attendait d'elles qu'elles restent à la maison, qu'elles s'occupent des enfants, soient agréables pour leur mari. Voilà, c'est plein de qualités. Puis il y a aussi quand même la chasteté aussi. C'était très important. Transmettre un sang pur, prolonger la gens finalement, prolonger le sang de la famille de l'homme, du mari. Ça, c'est quelque chose... Les guerres civiles arrivent, et donc les hommes sont soit partis au combat, à l'extérieur de Rome, pour se tuer entre frères, c'est des guerres fratricides entre Romains, soit ils sont tués lors des proscriptions, donc c'est un épisode où il y a une liste d'ennemis politiques à tuer, à éliminer dans la ville, et les hommes ne sont plus là pour représenter la ville et le système oligarchique sur lequel repose le pouvoir et finalement le pouvoir dans la ville. Et donc les hommes n'ont pas le choix que de laisser les femmes représenter ces familles, ces gens, donc le pouvoir. Et c'est comme ça que les femmes arrivent dans la sphère publique et politique jusqu'à, comme Touria, aller vers les gouvernants de l'époque. Donc comme Livie aussi, on le voit, elle prend les choses, elle n'hésite pas à interagir sur cette sphère publique en tout cas. Et finalement,
en fait, l'émancipation qu'elle gagne, c'est pas vraiment c'est malgré elle. Et c'est quand Auguste arrive au pouvoir que l'idéal matronal, en fait, revient. Ça, c'est dans la série Domina que l'on peut assister au travers du personnage de Livie, épouse d'Auguste, Oui. à ce phénomène-là. D'ailleurs, vous venez de citer Eva Martin, les guerres civiles. Moi, je voudrais savoir, dites-moi tous les deux, la période préférée pour réaliser des séries sur le monde romain, parce que ce monde romain, c'est long, de 753 avant Jésus-Christ à 476 après, sachant que les dates ne veulent pas dire grand-chose dans cette histoire-là, mais c'est quand même une période, Vivien Barrière, qui est privilégiée par les réalisateurs, les scénaristes. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont se concentrer sur la fin de la République, le début de l'Empire, la mise en place de l'Empire par Octave Auguste. Donc oui, les guerres de Germanie avec Teutobourg, la conquête de la Bretagne, tout ça, ça nous ramène quand même au 1er siècle, avant, 1er siècle après. C'est aussi parce que c'est une période pour laquelle il y a une énorme conjonction de sources textuelles, de sources épigraphiques, de sources archéologiques. Donc elle est très très bien connue, cette période. Oui, puis le procédé narratif est déjà là dans ses sources. Quand nous lisons ces textes de l'Antiquité, ça va, la narration est absolument incroyable, avec les personnages déjà ciselés, des événements, des rebondissements. Donc il y a tout, il n'y a plus qu'à adapter. Oui, c'est vrai que c'est cette histoire. Le récit des historiens type Suétone ou Tacite est un récit effectivement qui interprète la psychologie des personnages, le rôle des femmes, qui sont souvent qui a un rôle négatif, qui peuvent être des manipulatrices, des empoisonneuses, etc. C'est une manière pour elles d'avoir un impact sur la vie publique, et ça c'est très critiqué par ces historiens de l'époque antique. Donc ça, c'est sûr que ça joue énormément, parce que on a déjà des clichés qui sont ceux des historiens antiques. Et puis ça nous parle à nous, dans nos sociétés contemporaines, évidemment, d'avoir des femmes qui ont un rôle un peu plus puissant, actif, de pouvoir. Et ce que je trouve intéressant dans la série Rome, c'est de voir, ou Spartacus, le hiatus qu'il peut y avoir entre différentes situations. Effectivement, on a parlé de ces femmes puissantes qui font les rois ou les empereurs, mais il y a aussi des femmes qui montrent bien en fait le côté patriarcal très dur que peut avoir le père de famille en réalité à Rome. La femme de Vorenus dans Rome, Niobe, elle n'a pas une vie très enviable. Elle a commis un adultère et ça se passe très très mal pour elle, parce que c'est une question de mort pour elle, pour sa famille. On voit la terreur que Vorenus répand dans les yeux de sa famille. Donc ça, c'est assez intéressant. Octavie, la sœur d'Octave, même si elle est de la haute société patricienne, en réalité, elle obéit là à sa mère ou à son frère, et elle n'est pas du tout maîtresse des hommes qu'elle va épouser. Donc, dans la série, elle épouse Pompée, elle épouse Antoine, etc. Mais elle n'est pas maîtresse du tout de sa vie. Avec ici la différence entre ce que peuvent dire les historiennes et les historiens, et puis la manière dont tout cela est représenté. Eva Martin, vous travaillez sur les femmes et la violence extrême dans l'Antiquité, donc grecque et romaine. Là, on le voit bien avec tout ce qui a été dit. Il y a les représentations qui nous viennent des sources de l'Antiquité, déjà biaisées. Tout ce qui s'est passé entre-temps, c'est-à-dire des regards divers portés, et je pense à la place des femmes, et puis la manière aujourd'hui de transcrire cela. Il n'y a pas des fois des effets qui accélèrent ou qui insistent sur ce que nous attendons aujourd'hui de la place des femmes par rapport à ce que vous pouvez voir dans vos travaux? C'est un des enjeux, je crois, du métier d'historien. Surtout, en tout cas, là, je parle de mon expérience quand on travaille sur des scènes de violence faites aux femmes ou aussi faites par les femmes. Et alors, en l'occurrence, moi, je travaille sur les violences de guerre. Et donc, c'est vrai que ça peut être un danger, entre guillemets. C'est quelque chose, en tout cas, on travaille avec prudence, de ne pas... en fait, évidemment que ce qu'on voit, par exemple, dans l'actualité, nous amène à poser de nouvelles questions sur nos sources, que ce soit pour la question des violences, des femmes, mais aussi, par exemple, des subaltern studies. Et puis, il y a aussi l'émotion, je crois, qu'on a en tant qu'historien. Donc, par exemple, en entendant la Laudatio Turiae tout à l'heure, il y a aussi cette question de l'émotion. Cette émotion qui fait l'histoire, finalement. Mais on travaille avec prudence et on essaye quand même de se détacher, de faire la part des choses. Vivien Barrière.
Ouais, l'impact de nos regards contemporains sur ces séries, on peut le voir aussi, par exemple dans Spartacus, il y a eu une dernière saison en 2025, La Maison d'Achour, où on voit que là, cette fois, l'héroïne, c'est une gladiatrice. Et là, c'est clairement quelque chose qui est pas réaliste, et d'ailleurs présenté comme tel. C'est très lié à nos regards. Ou encore, je pensais à la série Britannia. Dans la série Britannia, vous avez énormément d'héroïnes, de personnages féminins, des reines, des princesses, ou même Kate, qui est une petite bretonne qui va sauver la situation. Enfin, en tout cas, on le pressent. Et ça, c'est aussi lié à l'histoire britannique, qui est habituée à avoir des reines combattantes. Alors, il y avait Boudica à l'époque antique, Boadicée, mais voilà, c'est la reine Elisabeth II pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc c'est très lié à nos regards, au regard du public actuel aussi. Hein, c'est une histoire d'introduire dans le péplum. Et dans la série Britannia, on le voit bien, histoire de regard, parce que la parole est donnée à des individus qui ne sont pas romains ou romaines, et dès lors qui s'interrogent, qui sont ces gens qui arrivent. C'est quoi un romain? Vous êtes vraiment des ignorants, vous autres sauniers. Les Romains sont des diables. Ce sont les fantassins de Loca, le grand démon terrestre. Ils viennent d'un endroit appelé Rome. C'est quoi Rome? Rome est une des 7 bouches de l'enfer. Au départ, c'était simplement un trou à rats oublié de Dieu au milieu de nulle part. Mais Loca a émergé des enfers et en a fait sa demeure terrestre. Il lui a conféré sa puissance, et elle n'a fait que grandir encore et encore. Et désormais, Rome s'étend sur toute la surface du monde. Jusqu'ici. Le premier épisode de la première saison de Britannia avec Vivien Barrière. Ici, un regard autre porté sur Rome. Bien sûr, nous l'avons dit, le péplum, c'est la matrice en fait, peut-être même de l'iconographie qui va donner après ces séries, avec beaucoup plus de justesse. On le voit bien que dans le péplum où... péplum quoi. Alors que la série, elle se veut plus près des regards et notamment des regards autres sur Rome. Britannia, c'en est un bon exemple. Oui, la série, c'est vrai qu'elle a aussi plus de temps pour développer la multiplicité des regards qui peut y avoir. Et dans Britannia, on a évidemment des regards romains. Plautius, qui est le chef de l'invasion, c'est un regard. Il y a les subalternes, les officiers supérieurs de Plautius, qui donnent un regard romain. Il y a les légionnaires qui donnent un regard romain. Ils n'ont pas très envie d'y aller. Et puis, il y a surtout tous les regards bretons, donc des habitants de la Bretagne qui va être conquise. Et là encore, différentes classes de la société. Des rois et des reines alliés de Rome, des rois et des reines ennemis de Rome, et puis des gens du peuple. Donc c'est très riche. Et là, effectivement, on a une vision avec l'extrait qu'on vient d'entendre, qui est tout à fait intéressante. C'est un druide qui, en fait, on replace l'arrivée de Rome, l'intrusion de Rome dans l'histoire britannique, dans la religion celtique. Donc c'est un démon, effectivement, qui s'est développé à Rome et qui est en train de vouloir détruire la religion des druides. Et c'est comme ça que la présence de Rome est interprétée par certains Bretons. Et c'est tout à fait intéressant parce que, habituellement, dans le péplum, on avait un peu rompu avec le fantastique, qui est pourtant très présent dans la mythologie gréco-romaine. Et là, cette série, elle réintroduit des éléments de fantastique, alors que le péplum était devenu quand même assez... froidement historique. On avait les batailles, les intrigues politiques, mais pas cette dimension magique. Sauf dans le péplum de l'Antiquité grecque, où là, avec la mythologie, on se le permettait. Mais à Rome, vous avez raison, j'y avais jamais pensé. Il n'y a pas trop de magie, il y a à peine de la religion, si ce n'est un culte à l'empereur ou à quelques divinités. On voit cette religion très ritualiste, avec très peu de pensée sur l'au-delà ou de croyances, mais il s'agit de faire les choses bien, effectivement. Et ça, c'est souvent montré des gladiators, mais dans Rome aussi, on voit ces rituels répétés. Oui, mais voilà, mais pas assez de fantastique tel que les gens du moment pouvaient imaginer le monde. En tout cas, ici, c'est le cas quand, dans Britannia, la définition de ce qu'est un Romain est donnée. Et là, Martin, on le voit bien qu'il y a dans la série télévisée consacrée à l'Antiquité, tous les passages obligés des séries, parce qu'il faut retenir l'attention des gens. Et puis, pour l'Antiquité, il y a quand même quelques traits conducteurs. On l'a dit, dans les péplums, ce sont souvent l'aristocratie, les élites, le pouvoir qui étaient représentés. Les séries télévisées, elles le font toujours, sauf que comme elles ont plus de temps, on voit bien qu'il y a d'autres histoires qui permettent, à l'intérieur de l'histoire principale, de parler des femmes ou des domestiques, des gens subalternes.
Oui, alors j'y pensais tout à l'heure quand on a parlé des Subaltern Studies. Dans Domina, on a une relation d'amitié entre Livy et sa servante. Et en fait, en tout cas à l'écran, c'est montré comme une vraie relation d'amitié. Et Livy, en fait, toutes les deux, elles vont quitter Rome au moment des proscriptions. Alors la matrone de l'Audacio Turiae, elle ne quitte pas Rome, mais par contre, elle est très impliquée dans cet épisode, et elle le vit d'une manière quand même très similaire. Et donc, Livy et sa servante partent ensemble. Voilà, c'est Antigone, le nom de la servante. Quand même, donc Livy et Antigone quittent la ville avec Néron, le mari de Livy. À ne pas confondre avec l'empereur. À ne pas confondre avec l'empereur, oui, bien sûr. mais en fait, on voit cette relation d'amitié qui se développe au fur et à mesure, jusqu'au jour quand même où Livy sauve la vie d'Antigone, qui est en fait sur le point de se faire violer par des ennemis politiques de ce fameux Néron, qui en fait, c'était des... En fait, les ennemis arpentaient finalement l'Italie pour mettre la main sur ses proscrits, parce que le mari de Livy était proscrit. Et donc, finalement, s'il repartait avec sa tête, il gagnait aussi une somme d'argent, une certaine reconnaissance. Donc, il y a quand même ce premier épisode dans leur amitié. Mais la question de la violence dans Domina, inspirée de la Laudatio Turiae, en fait, c'est à la fois la vulnérabilité du corps de Livy qui est soulignée et à la fois la vulnérabilité de cette servante. Parce qu'il y a cette scène où la servante est sur le point en fait d'être violée, et puis après cette servante elle est prise en fait, elle est retrouvée en fait sans Livy, donc elle est amenée à devenir prostituée, et Livy de nouveau, et là encore on retrouve, Livy se bat pour sauver la vie une nouvelle fois de sa servante. Et finalement, là, je me rends compte en parlant que à travers cette amitié, donc c'est quelque chose que les producteurs ont mis en place pour attirer, en fait, susciter, je crois, l'intérêt des téléspectateurs. Mais finalement, à travers cette amitié, on retrouve la vulnérabilité du corps des femmes, aristocrates confondus, aristocrates et peuple, subalterne confondu. Et on a aussi, la force de caractère des matrones, déjà mis à rude épreuve par les guerres civiles et les proscriptions. Et ça, c'est quand même deux choses, l'agency, la force de caractère, tout ça, c'est mis à travers cette relation d'amitié. Oui, la sororité, d'ailleurs. La sororité, on l'entend avec ce que vous nous dites. Et la question du pouvoir est omniprésente, Vivien Barrière. Le pouvoir est toujours là. Et les relations complexes, maître-domestique, ça traverse les siècles, et la proximité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, on le sait bien, ce sont des relations complexes, mais la notion même de pouvoir, qui était au cœur des péplums, qui est au cœur de ceux des années 1950, et de Gladiator aussi, parce que Gladiator, le film de Ridley Scott, c'est une histoire de pouvoir, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans les séries, c'est comme quelque chose d'impensable autrement, Rome est associé au pouvoir. Oui, et c'est le pouvoir à tous les niveaux, donc pouvoir dans la famille, pouvoir du père de famille, pouvoir même maître-esclave, et c'est le pouvoir, l'imperium, donc ce mot en latin qui désigne le pouvoir suprême, celui pour lequel on va se battre, celui qui est l'objet des guerres civiles, donc c'est des grands généraux, donc Pompée, César dans la série Rome, avec tous leurs alliés. Des personnages comme Marc-Antoine qui se demande s'il va pas jouer sa carte à un moment, sa carte personnelle. Cicéron qui se débat dans tout ça pour essayer d'incarner une autre voie où il n'est pas dénué lui non plus d'ambition politique. Donc on voit à la fois des trajectoires très personnelles, et puis ça se fait aussi dans un cadre collectif, parce qu'il y a encore le Sénat, cette assemblée qui est qui a ses clans, tout ça se décline dans un grand clivage à la fin de la République romaine entre ce qu'on appelle les populares, donc un parti populiste ou populaire qui est supposé mettre les intérêts du peuple en avant, en tout cas mieux partager les bénéfices de la conquête, on va dire, et puis de l'autre côté les optimates, ceux qui sont supposés être les meilleurs et qui eux font plutôt primer, on va dire, l'intérêt de l'État, qui sont des conservateurs par rapport donc à ces populistes. Donc la guerre pour le pouvoir, elle est très visible,
à la fois, donc, on va dire, dans les espaces publics, sur le forum, au Sénat, etc., et dans les maisons. Parce qu'on voit aussi que ça se négocie dans des rendez-vous qui se font dans des domus. Et comme c'est également extrêmement lié, c'est assez intéressant dans Rome, aussi aux péripéties qui peuvent arriver à ces personnages secondaires, voire aux personnages fictionnels. Puisque le but, c'est pas de faire une fresque historique barbante, hein, c'est d'arriver aussi par intérêt pour les personnages, voir comment on peut lier leur destin à la grande histoire. Et ça, Rome le fait très très bien. Hein. Oui, parce que vraiment, c'est ça qui est au cœur de toutes ces séries-là, c'est qu'il y a cette trame historique, et dans le cas de Rome, le titre même, Rome, ça évoque tout de suite l'histoire, sachant que ce n'est pas l'ensemble de l'histoire romaine, cette série-là, c'est un moment de l'histoire romaine, les guerres civiles, mais n'allons pas trop vite, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Bah tiens, des bouviers. Aucune troupe en vue. Je m'attends à une attaque surprise. Peut-être que ces bouviers savent quelque chose. Oh. Salut à vous. Capitaine? Vous venez de Rome? Eh oui, de Rome. Qu'en est-il là-bas? Vous êtes des hommes de César? Oui. Alors on peut dire que la fortune vous sourit. Pompée a fui. La ville est toute à vous. Pourquoi Pompée a-t-il fui? Vous alliez beaucoup trop vite pour lui. Il n'a pas pu mobiliser son armée à temps. Il emmène ses hommes vers le sud. Et le Sénat avec eux. Tu vois? Pour une fois, tu t'es trompé. Bon, savourez votre victoire. Combien pour la fille? Elle n'est pas à vendre. Qu'y a-t-il dans le chariot? Du grain. Montre, soldat. Y a pas de soldats ici. J'avais cru, vous êtes tous chaussés comme des soldats. Je vous ai donc pris pour des soldats. J'ai eu tort. C'est vrai. Pourquoi 9 soldats garderaient-ils du grain? J'ai aucun compte à te rendre. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Avec ici encore des gens qui se battent. Hein. Ça n'arrête pas vraiment dans ces séries-là, Vivien Barrière. Est-ce que dans cet extrait de Rome, là nous sommes ici sur le 3e épisode de la première saison, nous avons un élément d'histoire. Est-ce que là, vous arrivez à nous dire, oui, effectivement, ça correspond à ce moment-là de l'histoire romaine? On voit très bien à quel moment ça se situe. Hein. César et ses troupes viennent de franchir le Rubicon, c'est-à-dire qu'ils viennent de pénétrer de manière illégale en Italie. Hein. César n'avait pas le droit d'entrer en armes, quitter sa province en armes. Et effectivement, la rapidité du mouvement de ses troupes fait que Pompée n'a pas tellement d'autre choix que d'aller regrouper ses forces, d'abord au sud de l'Italie, puis en réalité en Grèce, là où il a tous ses réseaux de clientèle. Et alors, il y a un événement qui est fictionnel, c'est que là, on voit Vorenus et Pulo, les deux personnages fictionnels, même si leur nom est attesté dans les sources textuelles. Les deux personnages, donc, qui sont des soldats de César, tombent sur des gens qui viennent de voler le trésor de Rome, le trésor du Sénat, celui qui était renfermé en fait dans le temple de Saturne. Et en réalité, César, il a mis la main sur cet argent. Mais il a mis la main quand il est arrivé à Rome. Pas parce que 2 de ses hommes sont tombés par hasard dans la campagne romaine sur des gens qui avaient volé le trésor. La série explique en fait que c'est Pompée qui cherche à mettre la main sur le trésor. Et en réalité, l'agent de Pompée est assassiné par ces légionnaires qui cherchent en fait à s'enfuir en fait avec l'argent jusqu'à ce que Vorenus et Pulo tombent dessus. Et en réalité, Pulo, le légionnaire, cherche à accaparer ce trésor, mais pas de chance pour lui. Les troupes de César arrivent là-dessus, et donc il va pas pouvoir garder l'argent. Donc on a vraiment un jeu entre un épisode qui est parfaitement historique, on peut le replacer, et puis on invente une histoire parce que c'est une série et que c'est aussi tout l'intérêt, complètement fictionnelle. Donc le fond reste vrai, alors que toute la forme a été réinventée. Oui, et c'est légitime que ce soit fictionnel, puisque c'est une série, et heureusement d'ailleurs que ça se présente comme ça, parce que sinon ce serait quoi? Ce serait de la reconstitution plus ou moins habile? Oui, moi c'est vrai qu'il y a eu ce qu'on appelle des docu-fictions. Moi je trouve ça vraiment beaucoup moins intéressant, et je suis plus enclin à aller traquer les erreurs historiques sur ce type de production, qui justement se veut très historique, très documentaire, plutôt que sur des séries où là effectivement on doit d'abord voir un spectacle, oui, qui s'appuie sur une trame historique. Mais bon, de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, quand on reprend les historiens antiques, est-ce qu'on raconte la vérité?
Non, c'est déjà très biaisé de toute façon. Et oui, voilà, c'est ça. C'est la source elle-même peut être biaisée. Il faudrait adapter des ouvrages d'historiennes, d'historiens, mais qui ne sont pas faits pour cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette narration. Et puis, on l'a entendu dans cet extrait-là, quand de faux bouviers arrivent avec le trésor. Combien pour cette fille Eva Martin, là aussi, on voit bien que les scénaristes ont des soucis. C'est peut-être pas conscient, c'est parce que c'est le reflet du temps dans lequel nous vivons, avec des préoccupations d'aujourd'hui. Mais des histoires qui pourraient être racontées uniquement comme elles l'étaient par le passé, c'est-à-dire masculines, aujourd'hui le sont de plusieurs manières. Alors oui, alors moi, j'ai aussi réagi sur le mot fortune, parce que du coup là c'est du latin fortuna, donc on retrouve l'expression, mais c'est vrai que ça m'a fait réagir combien pour cette fille. Alors je pense que les producteurs finalement ont le même, enfin c'est pas le même souci que nous. Eux aussi, je pense, sont peut-être influencés par les questions, enfin les enjeux de société, mais je pense quand même, enfin en tout cas pour Domina. Enfin, pour le coup, c'est assez réussi. Ils ont sûrement pris les sources. Et enfin, eux, ils ont vraiment combiné les deux. Et je pense que, enfin, en tout cas, là, pour rebondir sur ce qu'on entend lors du passage, dans Domina, on n'a pas vraiment de passage de ce type, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'on est vraiment au cœur des discussions en fait, de femmes. Des discussions en fait des femmes de l'entourage d'Auguste pour être précis. Donc c'est pas des sorties de ce type. Combien pour cette femme, à moins que pour Antigone. Bon, j'ai plus ça en tête, mais c'est possible qu'on ait reproduit en fait le regard masculin finalement sur les femmes à cette époque-là. Mais par contre, le but de la série, c'est vraiment de mettre le téléspectateur au cœur des intrigues politiques dans lesquelles les femmes ont une place. Bon, pour l'entourage d'Auguste, c'est vraiment... elles ont une influence, pour être juste. Et là, c'est réussi parce que sans arrêt, on est dans leur discussion. Et on entend même parler de Fulvia à un moment, alors qu'on la voit pas dans la série. Qui est-elle ? Alors, pardon, c'est la femme, c'est la femme de Marc-Antoine. Et enfin, c'est la troisième épouse de Marc-Antoine. Marc-Antoine qui est l'ennemi juré, en fait, d'Octavien, futur Auguste. Donc, par rapport à Livie et Auguste... Voilà, et Livie, c'est Livia au cœur de cette série Domina, qui ici accorde une place aux femmes, bien sûr, mais nous l'entendons bien dans l'ensemble des séries, il y a cela, sachant que ces histoires, celles de la guerre civile avec Pompée, Auguste, Marc-Antoine, César, c'est tous des hommes qui sont souvent mis en avant, mais il y a toutes ces femmes que nous citons à ce moment de l'histoire romaine. C'est évidemment du pain béni pour les scénaristes. De la part de Pompée le Grand. Caius, mon cher ami et co-consul, j'ai une terrible nouvelle à t'annoncer. Pardonne-moi. Pardonne-moi. La rivalité entre Pompée et César, voilà quelque chose qui n'a pas été exploité au cinéma. C'est quand même quelque chose de très intéressant, très important. N'oubliez pas non plus que César était le beau-père de Pompée. Bien qu'ils aient eu le même âge, Julia, la fille de César, a épousé Pompée. Et tant que les hommes étaient liés avec cette fille au milieu, c'est quand même, point de vue édipien, c'est intéressant. Avec cette fille au milieu, bon, les choses ont été pas trop mal, si vous voulez. Quand Julia meurt, c'est la guerre aussi. Pompée m'a écrit. Il m'annonce que ma fille Julia est morte en couche. Et l'enfant ? Une fille, mort-née. Pompée va avoir besoin d'une autre épouse. Nous avons entendu Claude Aziza, l'historien, le grand spécialiste de l'étude des fictions de l'Antiquité, mais pas seulement, en plus, ce regard porté ici avec Rome. Alors c'est intéressant d'entendre Claude Aziza en 1995 qui évoquait ici la nécessité ou la bonne idée de faire des séries autour des guerres civiles, Pompée, César. Et c'est Rome qui a été faite. Je pense que les scénaristes de Rome avaient écouté Claude Aziza. Vivien Barrière, vraiment ici, dans ce moment-là,
On entend dans la série l'importance accordée aux femmes, ne serait-ce que pour les alliances matrimoniales. Et ça, c'est quelque chose qui est oublié, mais qui, pour les contemporains, donc les Romains de ce temps-là, était au cœur même de leur réflexion politique. Oui, mais complètement. Et quand je fais cours à mes étudiants en histoire, on insiste beaucoup là-dessus, ce qui amène à rentrer effectivement dans les arbres généalogiques, dans les stratégies matrimoniales, parce que c'est crucial. Les filles, les femmes, les sœurs, etc., servent aux pères de famille à forger des alliances politiques. Et c'est valable à tous les, chez les élites plébéiennes comme les élites patriciennes. Tout le grand talent d'Octave, ça va être par des stratégies matrimoniales d'arriver à se réconcilier avec ses anciens ennemis, et c'est comme ça qu'il arrive au pouvoir. C'est également comme ça qu'il arrive à faire en sorte que, alors qu'on est censé être dans une république collégiale, finalement, il va pouvoir transmettre le pouvoir à quelqu'un qui est son héritier par les liens de la famille. Donc ces stratégies sont cruciales et on le voit, ça peut choquer quand on entend César dire bon, ma fille est morte et l'enfant, une fille mort-née, donc bon, d'abord c'est une fille, en plus elle est mort-née. Il est pas du tout, c'est pas un grand-père en deuil, pas du tout. C'est quelqu'un qui a bien compris que son lien avec Pompée était rompu et qu'il fallait tout de suite recréer un autre lien, ou alors c'est la guerre. Et là-dessus, c'est très réaliste. Oui, c'est ça, c'est très réaliste. Alors, le réalisme, c'est en tout cas par l'image, ce qui est représenté, et puis après, par les soucis, les préoccupations des acteurs et actrices, ou en tout cas des personnages, c'est que cela doit correspondre à des attentes de ce temps-là. C'est impossible de le faire, et en plus, c'est pas l'ambition, vu que c'est une série. Malgré tout, on voit que sur des éléments, ça peut correspondre. On peut être, avec la série télévisée, un peu plus loin que le péplum qui a pas le temps en fait de montrer cela, parce que c'est toujours cette réflexion que nous avons là dans le cours de l'histoire sur ces séries télévisées qui s'intéressent à l'histoire. Qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un simple film? C'est ça, c'est peut-être la temporalité qui compte. Je le disais, pour Rome, c'est 23h41 si on regarde les 2 saisons. Quant à Britannia, là, il faut compter une 20aine d'heures. Donc c'est très très long, on a le temps de développer. Oui, par exemple, dans la série Rome, on voit bien le personnage d'Octavie. Octavie, elle a d'abord un premier mari. Donc, dans la fiction, ils l'ont appelé Glabius. Et il faut défaire ce mariage, puisqu'on a besoin de donner Octavie à Pompée, puisque Julia vient de mourir. Et Octavie, elle est liée à la famille de Jules César. Donc, c'est parti, on casse le mariage. Finalement, Pompée décide de ne pas se marier avec cette Octavie, mais d'aller choisir de l'autre côté de l'échiquier politique. Mais après, Octavie, on la voit. Donc elle est vraiment ballottée. Elle ne décide pas. C'est sa mère qui décide pour elle, et sa mère décide ça parce que ce sont les consignes que César lui écrit. Attia, la mère d'Octavie, étant une nièce de Jules César. Et après, on la voit continuer à évoluer. Elle est amoureuse d'Agrippa, qui est un très proche de son frère Octave Auguste, mais elle est donnée en mariage à Marc-Antoine, parce que pour des raisons politiques, il faut qu'Octave s'allie avec Marc-Antoine à ce moment-là. Et ça, dans un film de 2 heures, c'est beaucoup trop ramassé. Et effectivement, la série Rome, elle va d'Alésia à Actium, donc de 52 avant jusqu'à 31 avant. Ça demande du temps, et donc il faut effectivement ce temps-là pour que le spectateur aussi puisse encaisser d'une manière réaliste une situation politique très bouleversée, mais qui a changé pendant des années. Eva Marthe. Sur cette question des alliances matrimoniales, il y a un super livre quand même qui est paru sur ces alliances, plutôt côté sénateur, sous la République romaine, et c'est Miguel Canas qui a publié ce livre il y a quelques années. Et c'est un livre qui montre que les femmes peuvent, alors je dis peuvent parce que ça dépend, avoir on va dire, peuvent choisir l'alliance, peuvent avoir une part de décision dans l'alliance. Alors c'est pour certaines femmes, mais dans Domina, je trouve qu'on retrouve en fait ces nuances. Alors notre Livie, quand elle est une simple aristocrate et qu'elle épouse ce fameux Néron. D'ailleurs, le premier épisode commence là-dessus, sur ce mariage qui n'est pas on retrouve cette histoire des sensibilités. Donc ça, c'est une histoire très actuelle
pour l'histoire romaine. Et je pense pas que les producteurs en ont tenu compte, mais en tout cas, on voit qu'elle l'épouse un peu. C'était pas le but. Là, encore une fois, on sent que c'est son père qui décide. Pour consolider le pouvoir de la gens pendant ces guerres civiles, parce que la première saison de Domina s'ouvre en 43 avant Jésus-Christ, où vraiment à la veille des proscriptions. Et donc, contrairement à Rome, Rome commence sur l'ouverture de la guerre civile dont Vivien Barrière nous a parlé. Donc là, on est quelques années après. Donc on imagine que la gens a été affaiblie. Mais par contre, pour ce qui est des femmes de l'entourage d'Auguste, alors je suis d'accord avec Vivien Barrière, Octavie, elle n'a pas vraiment eu son mot à dire. On le retrouve dans les discussions justement entre Assia, je crois qu'il y a Servilia, enfin en tout cas toutes ces femmes de l'entourage d'Auguste, il y a aussi une certaine Julia. Mais par contre, je pense que je me demande si pour certaines femmes, on sent pas qu'elles ont, en tout cas pour ce qui est de la réalité, certaines femmes avaient leur mot à dire, d'autres non. Mais je dirais que la série quand même tend à montrer qu'en général, non. Enfin, que ces femmes, finalement, devaient quand même suivre ce que disait leur père ou leur entourage masculin. Oui, le patriarcat qui est omniprésent, avec dans cette histoire, celle écrite par les historiennes et les historiens, puis l'histoire racontée par les scénaristes, parce que c'est cela, peut-être un conseiller historique qui passe par là en disant non, ça c'est quand même pas possible, et puis il faut arrondir les angles. Et nous nous situons, on l'entend depuis tout à l'heure, beaucoup au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à un moment où la République romaine, alors, toujours compliqué, on ne sait pas encore qu'elle va s'effondrer, nous le savons, parce que nous avons la chance de vivre après, mais enfin, en tout cas, il y a le sentiment que cette République romaine est menacée, et notamment ses institutions, le Sénat. En ce jour des calendes de février, notre bien-aimé père dictateur, Caius Julius César, a décrété que 100 hommes seraient nommés sénateurs de la République. Le 3e jour avant les nonnes, un banquet public est prévu pour célébrer ces sénateurs. Les esclaves et les affranchis ne peuvent être nommés. Toute récidive des désordres récents sera punie sévèrement. Je vais détourner le fleuve à cet endroit, en creusant un canal qui ira vers les collines du Vatican. C'est splendide. Je ferai également construire un temple à Vénus, déesse de la fertilité. Un autre temple, excellente idée. Mais pourrions-nous pour l'instant parler de cette extension du Sénat ? Oui, bien sûr. Ah, des Gaulois et des Celtes, l'ami. Des Gaulois hirsutes et des Celtes au visage teint en bleu. Arrête tes plaisanteries. Mais il ne plaisante pas. Des Gaulois et des Celtes au Sénat ? Issus des tribus qui ont servi Rome, les meilleurs de leur noblesse. Ça m'étonne. Bien. Créer l'étonnement, c'est le but recherché. La série Rome, ici, avec cette évocation du Sénat. Vivien Barrière, la fin de la République romaine, c'est quelque chose qui, alors là aussi, à travers les siècles, a été tant et tant commenté. Que cela apparaisse en série dans les années 2000 et puis jusqu'à aujourd'hui, évidemment, on est obligé de réfléchir à l'actualité, à ce que nous vivons. Vous voyez la volonté de la part des scénaristes de faire beaucoup d'allusions aux contemporains. Oui, de toute façon, les péplums et les séries qui restent sur cette période historique parlent toujours des sociétés contemporaines qui les produisent et parlent à ce public-là. Elles ne sont pas faites pour les historiens de l'Antiquité. Donc l'effondrement de la République, les ambitieux, les ambitions en fait de certains qui aspirent à plus de pouvoir personnel et qui du coup dérèglent les institutions collégiales, les contre-pouvoirs, ça en fait ça parle beaucoup. Et alors nous dans notre histoire de France on a plein d'exemples. Quelqu'un qui était un triumvirat avec 3 consuls et puis 18 Brumaire, on bascule vers un coup d'État qui amène petit à petit à ce que cette première république passe à un premier empire. Napoléon III, même chose, on passe de président de la République, coup d'État, ça s'appelait l'opération Rubicon, le coup d'État du 2 décembre 1851, et on passe à un second empire. Star Wars,
c'est la République, le chancelier qui utilise des prétextes pour qu'on lui vote les pleins pouvoirs et on bascule à un empire. C'est-à-dire que cette histoire-là, du basculement, on va dire, d'une forme de démocratie ou de collégialité vers un pouvoir personnel, autoritaire, militaire, etc., c'est une histoire qui s'est rejouée plusieurs fois et qui parle, on peut faire des parallèles tout à fait actuels avec l'actualité des États-Unis, première démocratie du monde, où on a un pouvoir qui est très personnel, avec des contre-pouvoirs qui sont très affaiblis, et qui se tournent vers des postures martiales, autoritaires, voilà. Et puis, si on évoque le virilisme, là, on trouve des constantes. Et c'est vrai que ces séries, c'est aussi l'occasion de rappeler peut-être l'origine même de ce qu'est le patriarcat. C'est ici, dans cette antiquité-là, de voir comment, dans l'espace domestique et dans la société, tout est fait pour que les femmes soient dominées. Avec, malgré tout, Eva Martin, l'idée qu'elles peuvent s'en affranchir. Et ça aussi, c'est un message qui est envoyé aujourd'hui. Alors pour les femmes de l'aristocratie, même si quand même on a un rôle plutôt... on peut pas parler d'agency pour la servante de Livy, donc Antigone, mais on la voit quand même conspirer pour servir les intérêts de Livy. Donc, elle prend des initiatives, elle intervient, elle sort de l'espace où elle travaille, de la Domus. Il y a une certaine agency quand même, mais en général, c'était quand même les femmes, c'était les femmes de l'aristocratie en fait qui avaient les moyens, avant les guerres civiles déjà, d'intervenir en politique de manière passive, alors par les alliances matrimoniales notamment. Donc là encore une fois, c'est pour certaines femmes, dans certains contextes, pour chaque alliance c'est différent. Mais aussi, en fait, tout simplement, on peut l'imaginer comme ça, sur l'oreiller, entre guillemets. C'est-à-dire que ces femmes, avant certains conseils, peuvent dire à leur mari, peuvent les influencer. Mais pendant les guerres civiles, en tout cas, il y a aussi des interventions directes. Je pense notamment en 42, les matrones... il y a une décision qui est prise par les gouvernants. On leur demande de déclarer... on demande aux femmes, aux 1400 femmes les plus riches de Rome de déclarer leurs biens, leurs richesses. Elles s'y opposent. Elles investissent, en fait, la rue. Et donc là, j'ai travaillé très récemment pour le 8 mars sur les États-Unis, sur l'histoire des femmes, actuelles, on va dire modernes, moderne et j'ai travaillé sur l'évolution plutôt des droits des femmes aux États-Unis sur un temps assez long avec une historienne, Virginia Dann, et je me suis aperçue que de 1913 à aujourd'hui, les femmes n'avaient pas arrêté de marcher sur les États-Unis et qu'il y avait une résistance des femmes aux menaces qui pesaient sur leurs droits. Mais en fait, à Rome, les femmes, dès qu'on s'en prend, alors pas à leurs droits, mais dès que quelque chose leur déplaît, on a 2 épisodes de femmes qui investissent la ville. Donc, on retrouve cette marche des femmes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas représenté à l'écran. Même si la série commence en 43. Domina, pardon, oui. Mais qui aurait pu aussi être représentée. Peut-être que si la série était réalisée aujourd'hui, avec le contexte actuel, peut-être que... Proposition pour les scénaristes. Pour les scénaristes. Parce que nous l'avons bien entendu, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ, cette période de guerre civile qui est bien souvent, pas exclusivement, le centre d'intérêt, avec la colonisation au sens où il y a l'extension de l'Empire romain. Vivien Barrière, pour Gladiator, c'est bien plus tard, c'est la fin du IIe siècle, on est vraiment dans l'Empire romain. Est-ce qu'il y a, quand vous regardez ces séries, ou plutôt quand vous travaillez sur les sources des périodes de cette histoire romaine, où vous dites non mais c'est plutôt par là-dessus qu'il faut aller, ou alors cet aspect-là est à montrer en série parce que ce serait terriblement efficace? Ah oui, alors ça, si Netflix et les autres nous écoutent, il y a encore plein de sujets qui sont fabuleux pour des scénaristes et pour des séries. Et j'avais déjà eu l'occasion d'en discuter. Je pense qu'une des périodes qui s'y prête le mieux, c'est peut-être la Deuxième Guerre punique, donc la guerre entre Carthage
et Rome avec Scipion l'Africain, entre autres grandes figures du côté romain, et puis Hannibal, qui est la figure importante, Hannibal Barca du côté des Carthaginois. Là, on est en fait à un moment où on a un affrontement entre deux superpuissances, deux empires. On est à l'époque aussi où on a des historiens comme Polybe qui nous racontent que en très peu de temps, en fait, Rome a conquis la Méditerranée et c'est la naissance de la superpuissance, la naissance de l'Empire romain, même si on est encore une république. C'est l'émergence de ces grands généraux, c'est une Rome extrêmement en crise sur fond de tensions entre les plébéiens et les patriciens, c'est l'Italie ravagée, c'est les alliés de Rome qui se demandent s'ils vont continuer à servir Rome ou pas. Donc là, il y a tous les éléments des deux côtés pour faire plusieurs saisons. Ah bah les guerres puniques, va falloir augmenter le budget éléphant. Ça, c'est pas donné. Merci vivement à tous les deux, Eva Martin, Vivien Barrière, de nous avoir parlé de ces séries. Rome, Domina, vous avez ajouté Spartacus, il y a Britannia. Ça donne envie de les voir et puis surtout de se plonger dans l'histoire, rappelons-le. C'est vivifier notre intérêt pour l'histoire. Moi, je sais qu'il est déjà très vif auprès des auditrices et des auditeurs du cours de l'histoire. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, Game of Arthur Lafronde. Le Moyen-Âge en série. Croiser Kaamelott, c'est la certitude d'être content. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique, Guirec Corbin. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Joseph Chegel et Maïwen Guizhou. Émission à retrouver, à podcaster, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.